Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous passez un bel après-midi. Malheureusement, il ne fait pas très beau, donc justement, vous êtes avec nous. Tant mieux. Aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire avec vous, c'est parler d'histoire. Et comme on décide de faire les choses autrement, on va bien le faire. Et on va le faire en s'amusant un peu avec un titre et j'ai envie de dire un thème qui est assez singulier. L'histoire du Québec, je me souviens de quoi? Je me souviens de qui? Vaste programme, pourrait-on dire, parce que Dieu sait que depuis le début de cette année et le début de la pandémie, vous êtes au courant, on a beaucoup demandé au passé des comptes. On lui a demandé ce qu'il en était, comment il pouvait nous servir. Et heureusement, au Québec, on a des tonnes d'historiens et d'historiennes qui travaillent pour vous. Et une des raisons pour lesquelles on va avoir cette discussion, c'est de voir ce qui a été publié dernièrement et ce à quoi ils servent. J'ai envie de dire, vous allez voir, il y a une très grande utilité, et en quoi leurs livres peuvent servir à avancer dans ce domaine-là. Donc, je me retourne vers vous, Laurence Monet, bonjour, Patrick Couture et Jocelyn Letourneau. Bonjour, vous avez fait paraître 3 excellents livres, et je pèse mes mots. Dans certains cas, Laurence Monet, vous avez travaillé très vite, parce que bien sûr, vous avez fait votre livre sur la vaccination durant les derniers mois. Absolument pas, j'imagine. Non, absolument pas. J'ai commencé ce livre en 2016. Vous l'avez commencé en 2016, mais si vous voulez bien, la manière dont on va discuter aujourd'hui, c'est que je vais prendre le temps de parler à chacun de vous, à la suite de quoi je vous propose qu'on discute de ce grand thème. Je me souviens de qui, je me souviens de quoi. Je regarde Jocelyn du coin de l'œil parce que je sais que c'est un de ses sujets favoris, mais je commence avec vous. Laurence Monet, vous avez fait paraître ce livre, Vaccination, le mythe du refus. C'est assez singulier quand on dit qu'à un moment donné, les astres s'alignent pour le meilleur et pour le pire. Dernièrement, on nous annonçait qu'on a découvert un vaccin qui est efficace à 90%. Mais ce qui m'a troublé, ce qui me trouble encore, c'est le nombre de personnes qui aujourd'hui se disent ouvertement « Je ne veux pas le vaccin ». Au Canada, si je me souviens bien, on est à 70-75% de gens qui affirment vouloir le vaccin. En France, le chiffre est beaucoup plus bas. On tombe à 56%. Et là, on dit « Ah, c'est ça, la France est un peu arriérée ». Ça, c'est la moitié de Français en moi qui parle. Mais si on se souvient, puis votre livre en parle de manière très précise, avec des exemples précis, au Québec, il y a quand même une longue histoire anti-vaccination. Souvenons-nous de 1885 et de cette fameuse émeute anti-vaccination. Qu'en est-il justement du récent? Parce que vous commencez votre livre avec une épidémie de rougeole. On ne la qualifie pas d'épidémie à l'époque, mais il y a beaucoup de gens qui refusent aujourd'hui de se faire vacciner par la rougeole. Pour la rougeole, pardon. Oui. Quand on parle de refus de la vaccination, et tous les historiens de la santé le savent, le refus de la vaccination a toujours existé. Mon point de départ était le suivant. Oui, il a toujours existé, il n'est pas question de nier ça. Par contre, le refus de la vaccination, ici et ailleurs, est un phénomène marginal. Ce qui est plus intéressant à regarder, c'est les hésitations face à la vaccination et donc de se pencher sur les raisons pour lesquelles les individus, les parents en général, acceptent un vaccin, refusent un autre vaccin, ou disent qu'ils vont accepter un vaccin, vont finalement le refuser, ou disent qu'ils ne vont pas prendre un vaccin et finalement l'accepter. Le cas du coronavirus aujourd'hui nous laisse entendre que c'est ce qui va se passer, dans l'idée que les vaccins hypothétiques, d'ailleurs, c'est rarement 100% de « oui, je suis pour, puis je vais le prendre ». Et quand on regarde les études qui sont sorties récemment, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que 30 à 50% des gens hésitent, sont sceptiques. Par rapport à quoi? Par rapport à un vaccin qui n'existe pas encore et dont ils ne connaissent pas les effets.
Et si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, on se rend compte que parmi ces 30 à 50%, le cas des Français est un peu particulier, on peut y revenir, et la 100% française qui est ici, il y a des choses à dire là-dessus je veux aussi. bien, oui, on va y revenir. Et ces hésitations, elles sont en particulier liées au fait qu'on n'a pas de repères sur ce vaccin. Alors ça ne veut pas dire qu'historiquement les hésitations sont toutes de même nature, et c'est d'ailleurs le propos de mon livre, c'est-à-dire que en parlant de mythe du refus, c'est justement pour dire attention, on assimile le refus et les hésitations, il ne faut pas le faire, parce qu'en faisant ça, on s'empêche de véritablement réfléchir aux raisons pour lesquelles les gens hésitent, les gens sont sceptiques, les gens sélectionnent. Et effectivement, le livre, et là c'est dans l'idée de revenir sur le mythe qui s'est construit dans la fin des années 90, à savoir que le méchant gastro-entérologue britannique Andrew Wakefield est responsable d'un phénomène en pleine expansion qui est le refus de la vaccination, en particulier en ce qui a trait à la rougeole. Et donc pour prendre le contre-pied de cette affirmation et de ce mythe construit dans les dernières années, j'ai étudié la dernière grosse épidémie de rougeole au Québec qui a eu lieu en 1989, donc 10 ans avant l'infâme texte d'Andrew Wakefield. C'est intéressant parce que il y a plusieurs éléments sur la vaccination qui sont problématiques. On a l'impression que quand on rentre dans le domaine de la vaccination, puis c'est intéressant votre livre parce que on a beaucoup à voir avec la foi quand on parle de la vaccination. Je n'y crois pas. De la même manière que la science, je n'y crois pas. On rentre dans un domaine de foi alors que spécifiquement, la science n'a pas à faire croire, mais à prouver. Et c'est là que les arguments que vous avez annoncés sur le refus de la vaccination, de dire que c'est un mythe, bien, on va un peu plus loin. Mais il y a un autre mythe sur lequel je voudrais qu'on revienne. C'est le fameux mythe qui dit, puis si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, je vais comprendre totalement, selon lequel il y aura un lien, et ça a été déconstruit depuis, je me permets de le dire quand même, un lien entre, vous me voyez venir, autisme et vaccination. Comment l'historienne de la santé que vous êtes se positionne par rapport à ça, et plus encore dans le cadre d'un débat public, dans la mesure où on parle de « je me souviens de qui, je me souviens de quoi », qu'est-ce qu'une historienne de la santé peut apporter dans ce genre de débat? Alors d'abord, Laurent, première chose, d'habitude, je refuse de répondre à cette question-là, et je dis toujours aux journalistes, ne me posez surtout pas cette question-là. Donc là, vous venez de la poser, me voilà obligée d'y répondre. C'est aussi, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, spécifiquement à partir d'une épidémie de rougeole. Pourquoi ? Parce qu'une des choses que je montre dans le livre, et il y a plusieurs déterminants que je mets de l'avant pour expliquer les hésitations, etc., pour expliquer aussi une différence qui est fondamentale à faire entre refus de la vaccination et non-vaccination. Il y a plein de vaccinations qui n'arrivent pas parce que les gens la refusent. Par exemple, parce qu'ils n'ont pas accès à un vaccin. Bon. Et ça, on pourra reparler dans le cas de la Covid-19 parce que ça va être une grande question. Et on oublie de se pencher sur cette question et c'est une question fondamentale. Mais dans le cas de Wakefield, et il est bien évident qu'il n'y a pas de lien à faire entre le vaccin RRO et l'autisme. Par contre, l'étude de Wakefield, et c'est l'historienne qui parle, est arrivée en 1998 à un moment où l'autisme est en pleine expansion. On parle d'épidémie d'autisme. Ici, et en particulier en Grande-Bretagne, où Andrew Wakefield publie son étude. Et surtout, et c'est important encore une fois que ça soit la Grande-Bretagne, on est dans une période, ça fait au moins 20-25 ans, en 1998, qu'un certain nombre de parents sont très anxieux à l'égard d'un certain nombre de vaccins, en particulier le vaccin contre la coqueluche, où il y a eu des accidents répétés, documentés. Et cette peur de la toxicité, elle rencontre cette épidémie d'autisme. Et un certain nombre de parents, d'activistes et de médecins vont commencer à vouloir prouver ce lien dans ces circonstances finalement sociales, politiques et épidémiologiques particulières. D'accord. Bien, écoutez, merci. On va y revenir parce que je veux après ça qu'on mette tout ça en place et que tout le monde intervienne. Je veux quand même, pour les téléspectateurs, qu'on place chacun de vos livres. Après, on va s'amuser ensemble. Je te garde pour la fin, Jocelyn. Patrick Couture. Patrick Couture, vous avez fait paraître, moi j'ai la version de poche, La préhistoire du Québec. Alors, Patrick Couture, vous enseignez au primaire. Déjà, bravo. Bravo. J'ai 2 enfants au primaire. Vous avez mon entière approbation. Et mon Dieu, que vous faites un métier
que je suis incapable de faire. Mais au nom de tous mes collègues, je vous remercie. Non, mais vraiment, vraiment, je pense qu'on ne le dit pas assez. Là. Vous tenez le système à bout de bras, puis vous en faites, puis vous êtes permis d'en faire encore plus en proposant ce livre, La préhistoire du Québec. Alors, bien honnêtement, je frappe dessus, on trouve un dinosaure sur la version de poche et sur la version aussi, on voit un côté un peu archéologique. Et moi, quand j'ai vu ce livre-là apparaître en librairie, je me suis dit, la préhistoire au Québec. On va parler du Crétacé. Moi, j'avais des images de Jurassic Park. Et là, on ouvre le livre et on se rend compte que la notion de préhistoire n'est pas du tout la même que celle à laquelle on s'attachait normalement. Préhistoire, on voit le mythe de l'homme des cavernes, on voit justement ces grandes images qui ont été faites par Stanley Kubrick, où est-ce qu'on tape avec le monolithe qui débarque. Ça, bien sûr, c'est de la fantaisie. Mais, puis là, on ouvre votre livre, puis on tombe sur la France du 15e siècle, on tombe sur Rome, on tombe sur le Vinland, on va y revenir parce qu'il y a un film, justement, qui va sortir qui s'appelle Le Club Vinland, on tombe sur la guerre de 100 ans. Préhistoire. Pourquoi? Bien, l'idée étant que... D'un point de vue québécois, l'histoire du Québec, à mon sens, commence, en fait, l'histoire ininterrompue du Québec commence avec Samuel de Champlain. Parce qu'avant ça, évidemment, on a eu des explorateurs, on a eu Cartier, mais il y a plusieurs décennies pendant lesquelles on n'a pratiquement aucune nouvelle de ce qui se passe ici. C'est ce qui cause d'ailleurs beaucoup de questionnements chez les historiens. Qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, avec les établissements autochtones que Cartier avait visités et qui étaient complètement disparus quelques décennies plus tard? Alors, d'un point de vue québécois, tout ce qui vient avant Champlain est, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, la préhistoire du Québec, parce que ça se passe à un moment où il n'y a pas d'histoire écrite ininterrompue du Québec. Donc, c'était un peu ça l'idée. C'est intéressant parce qu'on assiste depuis plusieurs années, j'ai envie de dire, à une renaissance de l'histoire autochtone et on pense aux fameux livres de Bruce Trigger ou encore de Denis Delage, qui sont des classiques dans le domaine. Justement, Le Pays renversé, on essaie de voir, disons-le comme ça, la conquête européenne du point de vue des Autochtones. Et là, on en arrive avec cette idée quand même qui perdure. On ouvre un livre d'histoire dans les années 60, les années 50, 1950, 1960, avant les Français. Point de salut. Donc, est-ce que ça ne serait pas une manière détournée de réutiliser cette formule-là que de parler de préhistoire avant la France, qui arrive en Amérique? Oui, d'une certaine façon, absolument. Tout à fait. Je suis d'accord avec cette observation-là. Mais pourtant, vous utilisez beaucoup et vous parlez beaucoup des Autochtones. Et certaines personnes pourraient vous dire, l'histoire du Québec commence au moment où le premier être humain débarque sur le territoire, point final. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Bien, ça dépend de la définition du mot « histoire ». Je veux dire, l'occupation du territoire par les Autochtones est plusieurs fois millénaire, mais pour comprendre un peu ce qui s'est passé pendant cette longue période-là, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est que, évidemment, on ne peut pas se retourner vers des documents écrits parce que les Autochtones n'écrivaient pas. Ce qu'ils avaient, par contre, c'est une très riche tradition orale qui, par contre, il faut bien le dire, mélange mythologie et faits. Donc, c'est parfois difficile de savoir est-ce qu'on est en train de parler d'un personnage historique, est-ce qu'on est en train de parler d'un personnage imaginaire oui. à la Zeus ou à la Thor. Donc, c'est très difficile parfois de faire la part des choses. Et vous en parlez de la mythologie, vous en parlez beaucoup dans votre livre. On parle de mythologie romaine, on parle de mythologie grecque, mais plus encore de mythologie norvégienne, de mythologie irlandaise, parce que justement, l'idée selon laquelle on s'entend, on a beaucoup retravaillé là-dessus. On dit les Français découvrent l'Amérique. On le met entre guillemets. Il y a quelques années, il était bon ton de dire ben non, il y a eu les Basques avant. Et encore, on disait oui, mais il y a eu les Vikings. On a découvert depuis, vous le dites dans votre livre, l'Anse au Méadow, qui était justement une des versions qu'on pensait être du Vinland, qui venait des sagas islandaises, justement, qui, elles, mélangent fiction et réalité. Encore une fois, réalité, mettons-la entre guillemets. Mais comment un historien tel que vous travailler pour arriver à distinguer l'un de l'autre, pour arriver à une cohérence et, disons-le, le mot est fort, mais à des faits? Bien, disons que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement raconter au lecteur quel est le mythe, quelle est la saga, quelle est la légende,
Et puis, je vais les guider un peu en leur donnant des pistes de tel aspect pourrait être possiblement basé sur des faits. Tel autre aspect, bien ça, clairement, on est dans le mythe, on est dans le religieux. Et puis, je vais laisser le lecteur décider par lui-même. Donc, j'ai pas envie de lui donner tout cuit dans le bec. Moi, ce que j'avais envie de faire avec ce livre-là un peu, c'est stimuler la curiosité, stimuler l'imagination. Et est-ce que vous pensez, là je me fais plus promoteur de l'espace public, est-ce que vous pensez qu'on devrait adapter les cours d'histoire qu'on donne au primaire parce que c'est le domaine où vous êtes? Et si oui, supposons je vous donne les clés, on met M. Roberge dehors, on vous donne les clés du bureau ovale de l'éducation. Ah, ça serait merveilleux. J'en rêve toutes les nuits. Alors, qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous voulez changer dans les programmes d'histoire spécifiques au primaire? Au primaire, parce qu'il faut bien le dire, Oui, je ne connais pas le programme au secondaire. Pas le coup de vous dire, vous avez les clés de la Maison-Blanche, faites ce que vous voulez. Ça, de toute façon, il faudrait que vous soyez un petit peu plus orange. Bref. Oui, voilà. Écoutez, tout est à refaire, j'ai bien peur. Je pourrais tout simplement vous raconter une anecdote qui se produit à chaque année dans toutes mes classes depuis pratiquement un quart de siècle. La première journée où j'annonce aux élèves, aujourd'hui, premier cours d'histoire, tout le monde, la réaction est toujours la même. « Ah non, pas ça, c'est plate. » Puis, je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez fait récemment, mais feuilleter les livres d'exercices d'histoire du primaire, c'est terrible, là. Je veux dire, c'est effrayant. C'est tragique, vraiment. Puis c'est tellement triste parce que les enfants d'âge primaire sont à un âge où ils ont besoin de se faire raconter l'histoire. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Ils ont besoin de savoir c'est quoi leur place dans cette longue histoire-là qui est l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, moi, j'ai pas l'impression qu'on leur donne les réponses puis qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. Puis je trouve ça absolument tragique. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Bien, merci, Patrick. Avec ces questions-là, je pense qu'on ne peut pas aller ailleurs qu'à Jocelyn Letourneau, qui a fait paraître, parce qu'on est dans un écho direct, qui a fait paraître La Condition québécoise, une histoire dépaysante. Jocelyn Letourneau, qui a travaillé beaucoup sur la mémoire, qui avait déjà fait un livre sur, j'ai envie de dire, de longue haleine, sur les Québécois, une histoire qui avait été faite il y a quelques années. Mais là, on arrive avec une autre volonté, puis on va revenir tout à l'heure avec Laurence Monet, qui elle aussi, dans ce que j'ai appelé en blague tout à l'heure, son premier livre sur histoire et santé-médecine, du 19e au 20e siècle, l'idée de faire une sorte de synthèse. Et les trois ici, vous êtes adonnés à la synthèse. Jocelyn Letourneau, la grande difficulté de faire la synthèse de l'histoire du Québec, me semble-t-il, c'est d'y trouver ce qu'on aime beaucoup les historiens, c'est-à-dire un fil rouge, une thèse. Vous avez beaucoup travaillé sur la refondation de l'identité au Québec, entre autres, sur sa mémoire, sur sa fonction. Vous avez travaillé aussi, parce qu'on parlait des étudiants primaires, sur comment les étudiants au secondaire se construisent une histoire. Vous aviez parlé d'épopée. Quelle est leur vision de l'épopée de l'histoire du Québec? Donc, quel est le fil rouge que l'on se donne quand on commence à travailler pour faire une synthèse en histoire du Québec? Bien, c'est une excellente question. Le thème de notre discussion de cet après-midi, c'est de quoi se souvient-on quand on parle de l'histoire du Québec? De qui se souvient-on? J'ai effectivement, il y a de ça quelques années, publié un ouvrage qui était le résultat d'une vaste enquête que j'ai faite sur ce que j'aime bien appeler la conscience historique des Québécois, notamment des jeunes Québécois. Quelles sont les représentations, les visions, les schémas narratifs grâce auxquels ils se font une idée générale de ce qu'a été le parcours historique des Québécois. Et l'ouvrage que je viens de publier est en quelque sorte une tentative de bousculer cette idée générale qui veut que l'histoire du Québec n'ait été qu'une litanie, qu'une suite d'échecs, bref, un parcours misérabiliste, la conquête, les rébellions de 37-38, l'acte d'union, la Confédération, oui, ça va un peu tous dans ces événements-là. Dans le sens que disait Mathieu Bellil dans son livre où il disait « On a dit non ». Le Québécois se définit par le non. On a dit non au référendum, non à la Constitution, non à la conscription. Donc vous, dans ce livre-là, et vous le dites quand même assez vite,
quand vous dites bousculer, c'est-à-dire prendre à revers les idées préconçues, ce qu'on appellerait les lieux communs de l'histoire, c'est ça? Voilà, il y a cette idée voulant que, qui est très répandue dans l'espace public, qui n'est pas nécessairement nourrie par les travaux des historiens, mais c'est que les représentations historiques sont extrêmement dépendantes, je dirais, d'un état particulier de la mémoire collective. Et donc, cet ouvrage-là est en quelque sorte la suite de l'ouvrage précédent. Donc, cette représentation voulant que l'identité québécoise soit un acte manqué est bousculée dans cet ouvrage. Je l'ai sous-titré « Une histoire dépaysante » pour en quelque sorte amener le lecteur qui veut bien accepter le jeu que je lui propose, de sortir de ces représentations, de ces mythes-histoires, si vous voulez, qui nous amènent finalement à nous voir comme le produit d'un destin qui n'a pas obéi à son dessein. Donc, sortir d'une téléologie rétrospective, mais sortir d'une téléologie prospective, de définir, par exemple, la société québécoise, l'identité québécoise, comme le résultat de ses nombreux héritages et pas nécessairement comme la suite d'une origine donnée, par exemple. Voir à quel point notre contact avec les autres cultures a été un nourrissement continuel de ce qui est au cœur de l'identité québécoise. Quand vous dites autre culture, parce que ça me fait penser à un des livres de Gérard Bouchard qui racontait justement comment une société coloniale qui doit à sa métropole se définit. Et là-dessus, quand vous dites une histoire dépaysante, on sent tout de suite l'idéal du pays qui n'est pas advenu. Pour plusieurs, justement, le Québec est une nation non advenue. Son histoire est justement une non-réalisation. Et pour plusieurs, on dit « attendez » que le pays arrive et vous allez voir, nous allons réinterpréter les grands moments de l'histoire du Québec, non pas sous l'angle de la défaite, mais de la victoire. La conquête, l'acte d'union ou encore l'acte constitutionnel, les patriotes, la confédération, la conscription, même on pourrait même dire la grippe espagnole. Bref, tout ça n'attend que le grand soir pour enfin être réinterprété. Et c'est là que vous arrivez avec votre livre pour dire il y a une autre histoire. Bien, il y a une autre histoire, c'est-à-dire qui s'enracine dans la complexité des choses, qui n'étudie pas un événement historique, disons, sous un angle unique ou univoque, qui montre à quel point, finalement, les comportements humains sont inspirés par toutes sortes d'idéologies complémentaires, contradictoires, et que l'humain, quand il agit, ne connaît pas l'avenir. C'est un pari continuel, je dirais, sur ce qui est susceptible de survenir. Dans mon récit, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Il y a des individus qui, à partir de leurs ambitions, de leurs intérêts, essaient bien sûr d'améliorer leurs conditions en y réussissant parfois, en échouant parfois. Mais il y a un sens. Il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une construction. Alors, non, il n'y a pas de téléologie, clairement. Je veux vous entendre à la maison. Si vous êtes d'accord avec Jocelyn Letourneau, y a-t-il un sens à l'histoire? Continuons là-dessus, parce que s'il n'y a pas de sens à l'histoire, quel est l'horizon d'attente? On ne peut pas prescrire le déroulement de ce qui est susceptible de survenir. Le sens qu'on donne ou qu'on prête à l'histoire est une construction a posterioriste, si vous voulez. On injecte tout à coup du sens à ce qui se déroule de manière assez enchevêtrée, de manière assez dispersée, et c'est précisément la définition de l'histoire, c'est-à-dire c'est une narration possible d'un passé qui est éminemment complexe, qui est pratiquement sans bord et sans limite, et qui fait sens, qui devient sens, dans la mesure où, précisément, il y a des interprétants qui vont l'orienter, on n'espère pas le tordre, mais qui vont l'orienter de telle manière qu'il prenne sens. On agit pareillement à l'échelle individuelle. Il y a quand même une manière, et c'est la raison pour laquelle, j'oserais dire, l'histoire est tellement aux sources de débat, au centre de débat, pardon. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent, quand un événement dans le très contemporain vient, quand les journaux développent quelque chose, on dit c'est un moment historique. Et ça, tu l'as entendu. Oui. Et à un moment donné, il y a une projection dans l'avenir. Donc, si l'histoire n'a pas de sens, on en donne systématiquement à l'événement qui vient de se produire malgré nous. Ben oui, parce que l'être humain est incapable, je dirais, d'accepter que le passé, le déroulement de ce qui survient, soit une espèce de bordel, si vous voulez, qui va dans tous les sens
sens tout à la fois. On veut coloniser le passé à partir d'un ordre de compréhension, d'un entendement qui nous permet finalement de nous situer par rapport à ce passé. Mais le passé comme tel n'a pas de sens, ou disons, il a plusieurs sens tout à la fois. Ah, ça devient intéressant parce que ça sous-entend qu'il y a différents groupes qui s'en saisissent. Oui, et à ce moment-là, il y a des luttes d'hégémonie continuelle à l'intérieur des sociétés pour précisément lui donner un sens aussi unique et univoque que possible. Mais le passé se déroule dans plusieurs espaces-temps tout à la fois. Et c'est ça qui est difficile, parce que normalement, une narration devrait faire état de ça. Mais même quand on construit une narration, on essaie de lui donner une cohérence aussi peu forte que possible pour ne pas tordre le passé précisément dans un sens immanent. Et là où ce que je refuse d'accepter, c'est qu'il y a une adéquation parfaite entre, disons, le passé reconstitué comme un espace d'expérience et un horizon d'attente. L'horizon d'attente qu'on donne au passé, finalement, a beaucoup plus à voir avec nos propres idéologies, nos propres façons de voir la chose qu'avec, je ne sais pas, une tendance ou une prescription qui serait déjà incorporé dans le passé. C'est très intéressant parce qu'on va revenir dans une discussion à trois là-dessus. Je trouve que vous avez semé les trois, chacun à votre manière. J'allais dire les graines, oui, allons-y là-dessus. Les graines de ce qui est justement la mémoire qui combat, la mémoire qui s'oppose au passé. Et on le voit, en fait, moi, je suis troublé, j'allais vous dire depuis quelques mois, mais depuis quelques années, et là, on va en parler des déboulonnages de statuts. L'histoire est un champ de bataille et nous, comme historiens et historiennes, nous sommes appelés à nous positionner par rapport à ça. Comment l'historien peut-il prendre en charge et prendre en jeu la mémoire et l'histoire et offrir un sens? Parce que là, Jocelyn Letourneau avance l'idée sur laquelle il n'y a pas de sens, mais il y a quand même des gens qui s'en saisissent pour donner un horizon d'attente et qu'on le veuille ou non, l'histoire transformée ou défendue par certains qui devient la mémoire, agit. Et comment peut-on, Laurence Monet, dans un premier temps, comment peut-on faire une adéquation entre les groupes qui se saisissent de l'histoire pour en faire une mémoire et le déboulonnage de statuts, par exemple? Comment on se positionne par rapport à ça quand on est... Là, vous me regardez avec des grands yeux en me disant « J'avais pas prévu parler de ça. » Non, le déboulonnage des statuts, j'avais pas prévu parler de ça, effectivement. Et pourtant, comme historienne du fait colonial, à la base, c'est le genre de choses qui m'intéresse beaucoup. Parce que rappelons quand même qu'il y a plusieurs endroits où on a voulu déboulonner la statue de Christophe Colomb. À Montréal, ici, il y a une grande rue qui traverse la rue Christophe Colomb. Même pendant le 350e de Montréal, les Autochtones avaient voulu la faire changer. Donc, pour l'historien du fait colonial, c'est votre quotidien. Alors oui et non, mais j'ai mon point de vue là-dessus et je peux le partager. Je sais que je ne suis pas la seule à le partager. Je comprends très bien le déboulonnage de statues, mais je suis partisane d'une préservation des statues déboulonnées, et en particulier dans des espaces éducatifs. Ce qui me paraît toujours fondamental, et là je fais un rapprochement qui semble étrange, mais... Une des choses, et pour rebondir sur ce que Jocelyn a dit, une des choses qui me semble évidente, c'est qu'on gomme un certain nombre d'éléments du passé pour construire une histoire. Dans le domaine de la médecine et de la santé, de la même façon d'ailleurs, les journalistes me posent souvent la question, est-ce qu'on va se souvenir de cette pandémie qu'on est en train de vivre? Oui, vous y avez répondu beaucoup. À quoi je réponds, ça va dépendre. Ils n'aiment pas beaucoup la réponse, mais si on regarde dans l'histoire, il y en a qu'on a gardées en mémoire, d'autres qu'on a inscrites dans des chronologies et d'autres pas. Mais pour dans la mesure sur le déboulonnage, parce que je veux qu'on revienne sur le lien entre grippe espagnole et pandémie. Je mets la question de côté, mais alors, continue sur les petits statuts. Les statuts. Non, continuons sur... Continuons les statuts. Oui. Alors, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut préserver ces statuts déboulonnés et surtout leur donner une histoire jusqu'au déboulonnage. Et en parallèle à ça, ériger dans ce même espace éducatif, mais aussi dans l'espace public, des statuts ou d'autres formes de représentation de ce qui jusqu'à maintenant n'a pas été représenté. Et évidemment, sans aller très loin dans l'histoire coloniale, simplement faire en sorte de représenter non pas seulement des hommes blancs conquérants, des guerriers vainqueurs. Et là aussi, il y a des métaphores intéressantes qu'on retrouve dans la gestion de la pandémie ou la façon dont on se représente la pandémie. Hein, le vainqueur de virus, il est homme et blanc. Attends, continuez là-dessus parce que je veux vous entendre. En quoi le virus est homme et blanc? Parce que c'est vrai que
les gens qui défendent et qui s'attaquent au virus sont souvent des hommes blancs, mais vous êtes en train de faire le lien entre une métaphore que le virus serait un homme blanc, c'est ça? Non, pas du tout. C'est que non. La métaphore a à voir avec la guerre. C'est une métaphore guerrière. Et l'idée que le combat contre les maladies est forcément un combat où il y a un ennemi et il y a un vainqueur. Ce qui est, à mon avis, quelque chose à remettre absolument en question, pour toutes sortes de raisons. Et d'ailleurs, les femmes et les premières ministres ou dirigeantes de pays qui s'en sortent plutôt bien dans la gestion de la pandémie n'utilisent pas cette métaphore. Vous avez raison. Elles, pour refaire le lien avec le déboulonnage des statues, méritent incontestablement d'être représentées dignement dans l'espace public. Donc voilà pour le déboulonnage. Parfait. Patrick Couture, sur la même question, sur la notion de déboulonnage de statues et un peu sur ce dont on parlait, sur le sens de l'histoire. Parce que vous, dans votre livre « La préhistoire du Québec », vous amalgamer plusieurs histoires qu'on pourrait dire nationales, parce qu'il y a une histoire nationale québécoise, une histoire nationale autochtone. Vous parlez de la Confédération iroquoise. Vous essayez un peu de faire, je ne vais pas vous faire le parallèle du melting pot ou encore de la grande tapisserie qu'on essaie de tisser, mais comment fait-on pour laisser tomber les coutures et avoir quelque chose de plus accessible? Et de la même manière, avec les statues, qu'est-ce qu'on fait avec ces dernières? À propos des statues, moi, ma position est très claire. Je suis contre le déboulonnage des statues dans toutes circonstances pour plusieurs raisons. Principalement parce que une statue, ce n'est pas seulement la représentation d'un personnage historique, c'est beaucoup plus que ça. C'est également un artiste, c'est également un contexte social et historique dans lequel on a jugé bon d'ériger cette statue. Et quand je discute avec des gens qui sont en faveur du déboulonnage de statues, ce que je leur dis, c'est imaginez si, à l'époque de l'Égypte ancienne, on avait, pour des raisons politiques, d'ailleurs ça a été fait, on avait détruit des temples, on avait détruit des statues, on avait détruit des hiéroglyphes. Ces choses-là sont considérées aujourd'hui comme des trésors de l'humanité. Et malheureusement, plusieurs ont été perdus et ont été vandalisés au cours des millénaires. Imaginez si les Grecs, après un quelconque conflit, auraient vandalisé des statues, détruit des temples. On s'entend, quand il est question du passé, on s'entend facilement tous pour se dire que ça serait tragique. Ça aurait été épouvantable, ça aurait été une perte. Il y a quelques années, quand on voyait Daesh démolir des monuments historiques de Mésopotamie... on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. C'est toujours le même principe. Détruire, ou enlever ou effacer. Mais par rapport à ce aspects... que Laurence Bonnet a proposé, par exemple, prenons l'exemple de l'URSS où on a déboulonné des Lénines à n'en plus finir avec des S et on les a mises dans des musées. Si on proposait certaines statues, parce que pensons à une plaque qui n'était pas très loin d'ici, du General Lee, qui avait été érigée par des groupes racistes, d'extrême droite, ou encore pas très loin ici à la Place d'Armes, où on disait que Maisonneuve avait égorgé un Indien de ses propres mains. Certes, mais peut-être qu'il y a un contexte de production qui, lui, est biaisé. Et donc, la solution que propose Laurence Bonnet, est-ce que de placer ces objets-là patrimoniaux, dans une certaine mesure, qui ont été faits par des artistes, vous faites bien de le rappeler, est-ce que ce ne sera pas une solution de repli que les gouvernements ne devraient pas au moins considérer? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, justement, prenons par exemple l'exemple de la plaque au Général Lee. C'est important de ne pas effacer ces traces-là, justement parce qu'elles nous rappellent un passé qui est parfois pas très... glorieux. Voilà, exactement. Des gens racistes, ça a existé. Moi, je veux pas effacer les traces de ces gens-là. Je veux qu'on les connaisse. Je veux qu'on sache ce qu'ils ont dit, ne serait-ce que pour être en désaccord avec eux puis pour savoir de quoi ça a l'air, un raciste. Eh bien, c'est très intéressant. On est exactement dans le thème de la mémoire et de l'histoire. Jocelyn Letourneau, par rapport au déboulonnage de statues, comment on se sent quand on voit, par exemple, il faut en parler, de Johnny MacDonald, qui a été déboulonné carrément, de manière très violente, par des militants? Comment l'historien que vous êtes, qui a produit La condition québécoise, une histoire dépaysante, qui veut redonner un sens dans une synthèse, comment on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on fait la distinction entre la mémoire et l'histoire de ce point de vue-là? Ou au contraire, on considère que c'est un acte
d'histoire qui est en train de se passer? La question du déboulonnage des statuts est une question plutôt compliquée. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut arriver à une proposition universelle là, qui s'applique à tous les cas. Et il se pourrait que ce soit des cas d'espèce. A priori, moi, je serais plutôt en accord avec mes deux collègues, c'est-à-dire que le déboulonnage des statuts est une façon finalement assez facile d'en finir avec ce passé qui ne veut pas passer. Le rôle de l'historien, qui est un interprétant finalement, est celui de nourrir la cité de nombreuses explications, de nombreuses propositions, de nombreuses hypothèses, pour complexifier continuellement, je veux dire, l'ayant été, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur, donc le passé. Et un historien ne peut pas s'ériger capitaine de société. Non, mais il y a une fonction sociale quand même de l'historien. Rappelons... Oui, mais qui consiste tout simplement à injecter, à féconder la discussion collective par de plus en plus d'éléments de réflexion. Certains ont été aussi amenés dans des procès. Rappelons-nous en France, quand il y a eu des procès d'anciens collaborationnistes, un historien qui a été appelé à la barre pour rappeler. Est-ce que vous, ça serait aller trop loin que de considérer qu'un historien peut aller dans un espace de justice pour rappeler un contexte historique? Mais plusieurs ont refusé d'y aller précisément parce qu'il était difficile de projeter dans le passé des formes de morale qui appartiennent à notre contemporanéité et qui ne peuvent pas être rétro-projetées à des époques antérieures en dépit du contexte. La première règle du travail scientifique de l'historien, c'est de respecter des contextes d'époque. Hein. Il y a ce Britannique qui a décrit le passé comme étant un pays étranger, mais précisément, quand on arrive dans un pays étranger, on ne peut pas l'approcher à partir de nos catégories d'entendement qui n'ont de sens que par rapport à notre réalité vécue chez nous. Je pense qu'il faut faire acte de réserve ici et de voir à quel point un historien n'est pas un juge de ce qui a été, mais jusqu'à un certain point, un descripteur. Si tant est qu'il se transforme en un juge, il devient un citoyen à ce moment-là et son jugement, finalement, ne fait que se confronter à d'autres... Mais qu'on le veuille ou non, il va y avoir des allers-retours entre le présent et le passé. Est-ce que l'historien et l'historienne n'ont pas comme fonction d'accompagner, d'être un passeur, comme vous le dites, de faire passer un passé qui ne passe pas, parce que l'histoire, je vais faire une grande lapalisse, attention, n'appartient pas aux historiennes et aux historiens. Non. Donc, comment on fait pour, comme tu le dis, excuse-moi, je te tutoie sans arrêt, pour baliser les cadres de l'interprétation? Parce que une des fonctions du travail de l'historien, justement, et de l'historienne, rappelons-le, c'est de ne pas surinterpréter, de cadrer dans une critique interne et une critique externe les sources que l'on va étudier. Et du point de vue de l'espace public, est-ce qu'on doit simplement éviter de donner du sens ou au contraire accompagner? Bien, il ne s'agit surtout pas d'éviter de donner du sens, parce que si les historiens nommément et les interprétants de manière générale évitent de donner du sens, le vide ainsi créé est facilement et très rapidement rempli par les idéologues de tout acabit. Non, mais... Qu'est-ce que tu qualifies, excuse-moi, d'idéologue de l'histoire? Bien, c'est-à-dire des gens qui ont une réponse rapide, évidente, comme si tout était naturellement évident à tous les problèmes, à toutes les complexités qui naissent dans une société. Un idéologue, par définition, ne pose pas de questions. Il a déjà les réponses avant même que la question ait été posée. Alors que, précisément, le rôle de l'historien est peut-être de transformer tout objet de recherche, tout objet d'étude, en un espace d'interrogation infini. Et donc, de projeter continuellement la société du côté de ce qui est quand même pas si facile que ça à comprendre. Et pour lequel il n'y a pas une solution si rapide et si univoque que ça. Et l'historien est un passeur, oui, mais un passeur dans le sens où il a quand même la responsabilité d'une narration générale du passé où il est possible de tirer dans la matière du passé, qui est infiniment complexe, un fil qui permettra précisément à ses contemporains de passer à l'avenir, de faire un bout de chemin. Finalement, qui était un de tes livres, Passer à l'avenir, si je ne m'abuse. De rappeler finalement, en fait, d'injecter peut-être cette idée voulant qu'il n'y ait pas de fin ou de finale, ni positive ni négative, qu'il y a juste un déroulement finalement
qu'on doit continuellement laisser ouvert. Donc, par exemple, si on prend le cas du Québec, de la nation québécoise, bien, de la définir comme étant un projet ouvert, comme un work in progress, et non pas quelque chose qui doit évoluer depuis un point d'origine vers une finalité prescriptible. C'est une façon de ramener le sujet, le contemporain, comme étant un acteur capable d'agir sur sa société. Dès lors qu'il y a une téléologie, qu'est-ce que ça donne d'exister finalement? Les choses sont déjà prescrites. Alors, on n'a qu'à s'inféoder, si vous voulez, à une espèce de fil directeur, de fil conducteur de l'histoire qui existerait au-dessus de nous, alors que de mon point de vue, il n'y a rien qui existe au-dessus de nous. C'est très intéressant parce que je saute sur la question, peut-être sur la réponse, pour en revenir, on l'avait laissé de côté, on y retourne, sur le lien que l'on fait, parce qu'on dit que quand un événement arrive, on le projette déjà et dans son passé, dans son futur. Oui. Et là, on en arrive avec le coronavirus, le COVID-19, et jamais, quand en mars, ça a été déclaré pandémie, jamais on a autant parlé de la grippe espagnole de 1918. 1918, on l'a fait commencer en 1919. 7, bien sûr. Laurent, je me retourne vers toi. Et tout d'un coup, le regard, moi, c'est ça qui m'a troublé, qu'on a eu sur le passé et sur cette Première Guerre mondiale. On s'est rendu compte que la Première Guerre mondiale, si elle se terminait en 1918, on a vu que les effets de la grippe espagnole ont été beaucoup plus longs parce qu'on commençait à subir, nous, une pandémie, puis on se disait « Ah merde, c'est ça qu'ils ont vécu. » Donc, le regard qu'ils avaient... Et tu as été énormément sollicité. Mais là, je veux revenir sur ce que tu as dit. On a mis de côté. Tu dis, dans quelle mesure on va s'en souvenir du COVID-19? Et là, tu as dit quelque chose d'assez singulier. Il n'est pas sûr qu'on s'en souvienne comme on pense qu'on va s'en souvenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, il y a plusieurs parties de réponse. La première, c'est, et là je renvoie au thème général de la table ronde, de qui parle-t-on quand on dit « on » ? Ah ben oui. Alors, quand on travaille en histoire de la santé, histoire des maladies infectieuses, plus spécifiquement épidémie, pandémie, il y a l'État, il y a les experts en santé publique, il y a les malades et il y a la population générale. Donc, voilà, dans 20 ou 30 ans, ceux qui ont été malades s'en souviendront. Les parents en parleront, leurs enfants. Moi, ma mère me racontait les épidémies de polio dans les années 50. On n'en parle plus des épidémies de polio dans des années 50 parce qu'on a un vaccin qui fonctionne très bien et la polio n'existe plus au Canada ni en France d'ailleurs. Mais il y a une mémoire de la polio. Bon. Donc voilà, ça c'est déjà le « on ». De qui parle-t-on ? Après, tout va dépendre de la place de cette pandémie dans l'histoire des pandémies. Alors pour reprendre le cas de la fameuse pandémie de grippe espagnole, H1N1. Qui n'a rien d'espagnol, on le sait. Qui n'a rien d'espagnol. Donc allons-y avec H1N1. Pourquoi on s'en souvient si bien ? Bah, en fait, le « on » déjà là pose problème. Ouais. Et en second lieu, on ne s'en souvient pas très bien. Les historiens la connaissent bien. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de livres sur la pandémie de 1918-19 qui sont très récents pour le centenaire. Si on regarde l'historiographie de la pandémie de 1918, alors d'abord, elle commence en 17. Allons-y, 17-19. Elle touche le monde entier. Moi, j'ai travaillé sur la pandémie indirectement pour le Vietnam en 1918. Et l'historiographie est très, très limitée jusqu'au centenaire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on oublie de dire et qui colore énormément, et là, malheureusement, je vais déboulonner quelques mythes, qui colore énormément la façon dont on est en train de prendre à bras-le-corps ou pas la pandémie actuelle, c'est qu'une des études importantes sur la pandémie de grippe espagnole est en fait une étude sur la pandémie aux États-Unis. Et le rôle et l'efficacité de ce qu'on appelle les solutions non pharmaceutiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vaccin et tout ce qu'on est et médicaments et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La distanciation physique ou sociale, le port du masque, etc., qui ont été des mesures préconisées en 1918 et qui ont très bien fonctionné dans la gestion de la pandémie. Comme celle de la peste à Londres en 1665 aussi, pourrait-on dire. Oui, mais là, j'ajoute un petit cran. Ah oui, j'aime. Cette fameuse pandémie a été étudiée en particulier par un historien américain qui s'appelle Howard Merkel. Et Howard Merkel est aussi un médecin. Et un médecin qui a été très proche du CDC, dont tout le monde entend parler à cause du docteur Fauci depuis quelques mois. Rappelez-nous ce que c'est que la CDC. Le CDC, Center for Disease Control, que Trump nie depuis le début, qu'il a définancé et qu'il a accusé de toutes sortes de maux depuis le début de la pandémie. Et ce médecin, Merkel, a beaucoup travaillé dans les dernières années à ce qu'on appelle les politiques de préparation. Les politiques de préparation, c'est advenant un risque pandémique, que fait-on ? Et dans ces politiques de préparation, on a pris comme modèle la grippe.
et en particulier la grippe H1N1. Et c'est comme ça que la grippe de 1918 a ressurgi dans les textes parce qu'on s'est penché sur les façons de prévenir la diffusion d'une pandémie en l'absence d'un vaccin ou de médicament. D'accord. On a mal réussi par ailleurs, je me permettrais d'ajouter. Mais est-ce que je pourrais... Oui, bien sûr, vas-y. Je suis allé avec mon épouse cet été dans un petit musée régional et puis il y avait des photos d'hommes au champ en 1918, donc à l'époque de la grippe espagnole. Et si je me souviens bien, en mars, avril et mai dernier, vous voyez, le masque, bon, on ne le recommandait pas particulièrement. On doutait de son efficacité. Comment ça que cette mémoire-là, elle est disparue, alors même qu'en 18, à une époque où on n'avait pas de vaccin, précisément, le masque avait été logiquement considéré par bien des gens comme un mécanisme de protection quand même assez efficace. C'est pire que ça. Après le SRAS en 2003, qui a, je vous rappelle, touché quand même assez durement le Canada et en particulier Toronto, des politiques de préparation à un risque pandémique ont été mises en place. Une des propositions fondamentales de ces politiques de préparation, c'est les stocks de masques. Okay? On s'est retrouvés au Québec, au Canada, en France, ailleurs, avec des pénuries de masques fonctionnels. On en avait des masques, ils étaient périmés. Et donc, il y a eu toute une... Alors, je ne veux pas crier à la manipulation à ce point-là. Hein. On n'a pas une expérience récente de l'usage du masque généralisé. Pour autant, c'était inscrit dans ces politiques de préparation, mais on n'en avait pas. Et donc là, on a attendu que les instances se prononcent là-dessus. Elles l'ont fait avec réticence. Elles ont insisté sur le fait « c'est une réalité asiatique, c'est pas nous on n'a jamais fait ça ». Et là, on commençait à ressurgir les images de 1918 ou les images de ce qu'on appelle la grippe de Hong Kong en 1968, où on voit des femmes françaises au travail, des secrétaires, masquées dans leur milieu du travail. 1968. C'est intéressant parce qu'on parle de mémoire ici, puis on parle de l'oubli. Et là, je me permets de rappeler la différence entre l'histoire et la mémoire. C'est pas la même chose. L'histoire est justement une technique, j'allais dire une technique, non, une investigation que l'on fait, alors que la mémoire, c'est la manière dont on veut bien se souvenir. Mais là, écoutez, il nous reste 15 minutes et je vois les questions qui déboulent. Alors, si vous me permettez, je vais céder la place aux interwebs en laissant place aux internautes qui nous ont posé beaucoup de questions. On va y aller un peu comme vous le sentez. Alors, première question, quels sont les mythes que nous entretenons au Québec et que nous devrions déconstruire? Quelle idée fausse entretenons-nous avec l'histoire du Québec? Patrick Couture, dans un premier temps, parce que vous avez moins parlé des trois pour l'instant. Le mythe principal qui n'est pas seulement vrai pour le Québec, mais qui est vrai pour toutes les histoires, c'est cette idée qu'il n'y a qu'une version d'un événement, alors qu'en réalité, il y en a de multiples. N'importe quel événement pourrait se prêter à cet exemple-là. La conquête. Voilà, exactement. Patriotes. Je veux dire, c'est une réalité différente jusqu'à un certain point pour chaque individu qui a pris part. Et puis, c'est important de voir la complexité de ces événements-là, puis d'essayer de se replonger dans cette époque, dans l'époque qui nous intéresse, en faisant autant que possible abstraction de l'endroit où on est présentement. Parce que je pense qu'on avait un peu abordé la question auparavant. Quand on regarde le passé depuis le présent, on a c'est comme essayer de regarder le passé à travers un miroir déformant. Là. On juge avec nos... Les tourneaux disaient on arrive en pays étranger. C'est ça, exactement. Donc, on juge avec nos valeurs à nous. On regarde l'événement sachant déjà comment ça va se terminer, alors qu'à l'époque, les gens n'en avaient aucune idée. On prête des intentions parfois héroïques à des gens qui, au fond, essayaient juste de survivre, essayaient juste de s'épanouir, essayaient juste de défendre leur famille. Donc, c'est ça le grand défi de l'histoire, au fond, c'est d'essayer de redonner vie de façon authentique à des événements comme si on y était. C'est une façon un peu de se quitter soi-même, de quitter son quotidien, de quitter la réalité qu'on connaît pour se plonger dans quelque chose de
complètement étranger à quelque part. Puis en fait, c'est un exercice, je trouve, que les gens font souvent avec la fiction, par exemple. En regardant des émissions de science-fiction ou bien encore de fantastique, on n'a qu'à regarder l'incroyable popularité de la série Game of Thrones. Donc, les gens, dans des situations comme ça, sont parfaitement capables de faire l'exercice, mais c'est ce qu'il faut faire également quand on parle d'histoire. Il faut être capable de couper qui on est, de se désincarner un peu, puis de se plonger dans cette époque-là qui nous intéresse. Et non pas pour essayer d'en faire une preuve, comme le disait M. Letourneau, d'une preuve qui vient appuyer notre idéologie ou nos biais, mais bien pour simplement regarder ce qui s'est passé de façon aussi objectivement que possible. OK. Jocelyn Letourneau, même question. Ben moi, au concept de mythe, je préfère la notion de mythe-histoire, c'est-à-dire que le mythe renvoie souvent à une espèce d'histoire complètement fabulée, sans lien, connexion avec la réalité, alors que les mythes ou les mythes-histoires auxquels on croit sont tous ces épisodes qui ont effectivement existé. Par exemple, la bataille des plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759. 20 minutes. Apparemment, à peine. On manquait de montres. Mais ces événements-là, d'événements historiques, sont littéralement devenus fécondés par des discours qui durent depuis très longtemps, des événements identitaires. On les a monumentalisés. Donc, le rôle de l'historien, qui dans ce cas-ci va s'opposer en quelque sorte au rôle de mémorialiste, consiste à non, peut-être pas, non, nécessairement à déboulonner pour dissoudre complètement ces événements-là, parce qu'ils ont une consistance historique effective, mais à fournir à la société les éléments d'une réinterprétation. Et en réinterprétant ces grands événements-là, et on peut en faire une liste, une séquence, si vous voulez, une litanie, qui conduisent précisément à cette idée voulant qu'on ait été des dupes de l'histoire, qu'on se soit continuellement fait avoir. On s'est fait avoir par l'autre qui nous a empêchés de nous accomplir selon notre destinée. C'est la problématique principale qui nourrit la mémoire collective d'une grande partie des Franco-Québécois, y compris des jeunes qui vivent depuis un certain nombre d'années dans une société, mon Dieu, qui n'a pas à être effrayée de quoi que ce soit, mais ils empruntent en quelque sorte leur représentation à cette narration qui est très forte et qui est structurée autour d'un certain nombre de tableaux historiques, de mythes-histoires précisément. Et à mon avis, le rôle des historiens, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'université, consiste à remettre en cause, à bousculer. En fait, c'est le projet de mon livre. Oui, merci beaucoup. Question pour Laurence Monet. Est-ce qu'il y a des événements au Québec qui pourraient nous donner des pistes de solutions, de réflexion pertinentes en lien avec la situation de la pandémie de la COVID-19? Des exemples au Québec, parce qu'on a parlé de la grippe espagnole. Bon, on a justement expliqué pourquoi le lien avec les États-Unis, le stock de masques, mais du point de vue du Québec, qu'est-ce qui pourrait nous servir? Alors, il y a eu des travaux sur la grippe H1N1 de 1918-19 au Canada, beaucoup plus dans l'Ouest canadien qu'au Québec, mais on peut s'en inspirer. Sûrement des apprentis historiens qui seraient ravis de faire cette histoire un siècle plus tard, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes d'autres épidémies qu'on peut regarder, et pas juste des épidémies pour lesquelles on n'a pas de vaccin, mais la façon dont on réagit à une menace épidémique. Vous pensez à quelle épidémie pour lesquelles on n'a pas de vaccin? Il y a eu très longtemps dans l'histoire des épidémies pour lesquelles on n'avait pas de vaccin. OK, choléra, fièvre jaune. Voilà, je veux dire, il y en a plein à regarder, alors, sans remonter jusqu'à la fameuse peste noire. Mais on peut regarder des exemples très, très récents qu'on a déjà oubliés par ailleurs. Le SRAS. C'est vrai, ça, mais c'est H1N1 2009. Beaucoup, du point de vue. Oui, on mais oublie beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on oublie autant que ça? Pourquoi est-ce que la mémoire médicale, de l'histoire médicale, est si pauvre? On pourrait dire que la mémoire en général sur l'histoire est pauvre, mais dans la mesure où certaines personnes en meurent, comment ça se fait que certaines... Puis vous rappeliez justement que le SRAS, à Toronto, il y avait eu énormément de gens qui avaient été confinés. Le Canada avait réagi extrêmement rapidement, avait d'ailleurs été montré en exemple pour justement la manière dont on avait géré le SRAS. Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié à ce point-là? Pourquoi est-ce que les politiques publiques n'ont pas pris en charge? La réponse courte, c'est que les politiques publiques ne parlent pas aux historiens. Ça, c'est la réponse courte. Ah, que vous me parlez quand vous dites ça? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, une des choses qui me fascine, et pas forcément dans le bon sens depuis quelques années, comme historienne de la santé, travaillant sur des questions très contemporaines, je suis jamais interpellée par les experts en santé publique. Je suis jamais interpellée par l'État. Non pas que je veuille l'être. Non, mais le ministère de la Santé... non, mais
Aucun des politiques, aucun sous-ministre ne vous a contacté? Non. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui connaît quelque part. Ce n'était pas le sens de mon intervention. Ce que je veux dire, c'est que pour garder cette mémoire des épidémies et pandémies, et surtout de celles où on s'est trompé, dans le sens où on a agi tardivement, pas forcément avec les bonnes mesures, ce qu'on est en train de faire, hein, pour être très honnête, on n'apprend pas de nos erreurs. Et pour apprendre de nos erreurs, alors là, on revient à une autre façon de voir l'histoire. Moi, j'ai toujours été très engagée, pas politiquement, mais comme historienne, j'estime qu'il faut pointer du doigt, en santé, dans l'histoire de la santé, des choses qui n'ont pas fonctionné, pour faire mieux la fois d'après. Et on n'apprend pas de ça. Et tout à l'heure, Laurent, vous évoquiez mon précédent livre. Oui, Médecine et santé, 19e, 20e siècle. Et c'est ça que ça montre, c'est-à-dire indirectement, c'est-à-dire cette idée que depuis le 19e siècle, on assimile la santé à la médecine et à la science, et il y a une volonté quasiment indéboulonnable, si je peux me permettre cet usage, de voir une linéarité dans la réaction aux phénomènes infectieux, à l'émergence de nouvelles maladies qui ne sont pas infectieuses. L'idée que la science, elle progresse toujours dans le même sens et qu'elle va toujours vers le haut. Et de ce fait-là, il y a une volonté d'amnésie. Il y a une volonté de ne pas mettre de l'avant ce qui a moins fonctionné, ce qui a pris du temps à fonctionner. Dans les vaccinations, c'est très clair aussi. Il y a des vaccins qui sont moins efficaces que d'autres, on ne le dit jamais. Il y a des vaccins qui... Vous dites qu'il y a une volonté de ne pas se souvenir de Oui. ce qui a raté. Oui. Donc un peu l'oubliance. Au devoir de mémoire, on opposerait le devoir d'oubli parce Bien que sûr. ça ne nous lève pas comme société. Et ça revient à la question qu'on posait tout à l'heure, le « on », le fameux « on ». Qui est « on » qui oublie? Alors, qui ont et qui oublient, on en revient à ça. Je veux dire, si c'est les experts de santé publique, l'État, ils devraient documenter ces expériences et en tirer un certain profit. On n'a pas l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Pour ce qui est de la population générale, l'espace public, la résilience est une excellente chose là. Par contraste, je dirais, le fait d'oublier est plutôt une bonne chose. Si on n'oubliait pas tout ce qui nous arrive sur le coin de la figure, et pas juste en termes de risques infectieux, la vie serait bien compliquée et il y aurait une espèce d'accumulation très anxiogène. Donc, je pense que l'oubli, en parallèle à une prise de conscience à la fois nécessaire et calculée de ce qu'on a oublié, cette espèce de mélange-là, de trouver un juste milieu, ne serait pas une mauvaise chose. J'ai une question pour Monsieur Couture. Alors, on dit souvent que l'histoire et les historiens et les historiennes nous amènent à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur notre société contemporaine actuelle? Quels événements des derniers mois sont particulièrement importants pour vous et pourquoi? Vous demandez ça à un type qui a écrit sur la préhistoire, alors... Ben non, parce que quand on écrit sur l'histoire, on est toujours en relation avec notre présent. Donc vous avez une interprétation très longue dans le passé pour voir justement que ce qu'on vit, est-ce qu'on l'a déjà vécu? Est-ce qu'on a bien agi? Peut-on agir autrement? C'est un peu le sens de la question. Ben moi, les derniers mois, disons, on fait référence ici à la crise du coronavirus. Oh, toutes les crises, ça peut être climatique aussi, j'imagine. OK. Ben écoutez, sincèrement, j'ai l'impression que j'ai comme auteur qui a creusé, qui a consommé énormément d'histoires sur de très, très longues périodes de temps, ce que ça m'amène, c'est un certain recul qui fait en sorte que j'ai l'impression de voir les événements comme étant beaucoup moins catastrophiques que le voient les gens qui sont beaucoup plus ancrés dans le présent. Je veux dire, des épidémies de notre vivant, on n'en a pas connu, mais dans l'histoire, il y en a eu des nombres incalculables et il y en a eu des bien pires. Alors, de ce point de vue-là, ce qu'on vit présentement, c'est pas si terrible quand on pense, par exemple, à des horreurs comme la peste noire qui a décimé l'Europe, comme les épidémies qui ont pratiquement anéanti les Autochtones d'Amérique. Tantôt, on parlait des statues, c'est un peu la même chose. Hein? Je pense qu'un historien va avoir un peu comme réflexe de comparer à ce qui s'est passé dans des moments de l'histoire qui ont été infiniment plus dévastateurs que ce qu'on connaît actuellement. Puis ça permet un peu de remettre de remettre en perspective ce qui se passe un peu, là, OK. puis de décatastrophiser un peu.
Décatastrophisé. Bravo. Je ne sais pas si je viens d'inventer ce mot-là, mais je l'adore puis il devrait exister. Non, c'est très beau, vraiment. D'ailleurs, parlant de catastrophe, on va voir comment on peut se sortir de celle-là. L'histoire est souvent, si ce n'est toujours, écrite par les vainqueurs. Beaucoup de choses à dire là-dessus, moi, justement. Quelles zones d'ombre et événements importants ont été passés sous silence dans notre histoire au Québec et que devrions-nous connaître? Je vais transformer la question parce qu'il nous reste 3 minutes pour que vous me disiez un événement qu'on connaît mal et qu'on devrait mieux connaître de l'histoire du Québec. Et je vais commencer avec Jocelyn Letourneau. Mon Dieu, écoutez, vous nous prenez comme ça à l'improviste. C'est pas un événement, c'est un processus peut-être qui est pas assez, je dirais pas sous silence, mais qui est jusqu'à un certain point négligé par rapport à un autre processus structurant. C'est cette lente montée, en fait pas si lente que ça, de l'instruction publique au Québec dans les années 60. Les années 60, habituellement, on met beaucoup l'emphase sur l'affirmation, sur le nationalisme québécois, mais cette décision qui émane notamment de Paul Gérin-Lajoie de permettre à une société de se dépasser en quelque sorte en s'instruisant est un événement sur lequel on devrait insister bien davantage parce qu'à mon avis, c'est le vecteur principal qui permet d'expliquer la progression importante de notre société au cours des 50, 60 dernières années. On salue d'ailleurs tous les étudiants qui vont faire la dictée PGL d'ici peu. Laurence Bonnet. On n'aurait pas dû oublier l'épidémie de rougeole de 1989. Et puis d'ailleurs, dont vous parlez énormément. En fait, c'est le premier chapitre de votre livre. En fait, c'est le livre. Pourquoi on n'aurait pas dû l'oublier? Parce que cette épidémie, elle montre à quel point la santé publique au Québec est indigente depuis les années 60. Sous-financée, manque de personnel. Pourtant, on nous avait parlé de réingénierie, puis de déficit zéro. Est-ce que ça veut dire qu'on a moins investi? Oui, et un système de santé qui est hospitalo-centré. Et quand il s'agit de prévenir les pandémies, on n'est pas prêt. Patrick Couture, un événement? Un événement, moi j'irais beaucoup plus large que ça. 2 mots, avant Champlain. Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé avant ça. C'est une saga extraordinaire. C'est un peu l'objectif de mon livre, c'est de faire découvrir aux gens que notre réalité est enracinée dans un passé qui est beaucoup plus vieux que 1608 et qui mérite d'être connu. C'est très intéressant. On a beaucoup appris avec vous aujourd'hui. Avant de terminer, il nous reste une petite minute. Je veux juste rappeler les différents livres qui sont les vôtres. Patrick Couture, La préhistoire du Québec, qui est sorti en poche. Allez vous le procurer. C'est des petits chapitres très digestes, j'allais dire, qui se lisent assis sur les toilettes. Je dirais pas ça parce que c'est insultant, mais je viens de le dire. Jocelyn Letourneau, La condition québécoise, une histoire dépaysante, une autre histoire, justement, que l'on veut moins mythifiée, bien sûr, plus ouverte. Et bien sûr, Laurence Bonnet, Vaccination, le mythe du refus. Je parle de votre livre ici, mais je parle de ce que j'ai qualifié du premier sur médecine et santé 19e, 20e, qui se veut aussi une synthèse. Merci à vous tous. On a parlé d'histoire, on a parlé de mémoire, et il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne un jour, l'oubli. L'importance de l'oubli dans l'histoire. Merci à tous d'avoir été avec nous. Manquez pas, il y a plein d'autres animations qui s'en viennent. Et surtout, allez acheter des livres. C'est fondamental, surtout aujourd'hui. Au revoir à tous.